Je me sens aujourd'hui comme une gamine à qui on aurait offert son cadeau de Noël avant l'heure. La raison en est simple. Je reçois un auteur pour qui j'ai une affection particulière et que je lis depuis son premier livre publié en 2001. Il s'agit bien sûr de l'écrivain français Philippe Besson. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci pour votre invitation. Pouvez-vous croire que ça fait 12 ans, lors de notre dernière rencontre? Non, mais le temps passe, qu'est-ce qu'on fait? Mais le temps a passé, mais ne nous a pas changé. Regardez, nous sommes toujours jeunes, vigoureux, pleins d'énergie, d'espoir. Donc tout va bien. Je vous en dois une. Alors, vous étiez venu à Montréal en février 2007, au moment de la publication de votre roman « Se résoudre aux adieux », et pour assister au Prospero à la première mondiale de l'adaptation théâtrale de votre roman « Les jours fragiles ». Vous êtes revenu à quelques reprises, complètement incognito. Mais aujourd'hui, Philippe Besson, si vous acceptez, nous reviendrons sur vos 3 derniers romans à caractère autobiographique, Dîner à Montréal, publié cette année, Un certain Paul Darigrand et Arrête avec tes mensonges. Mais au cas où il y a des gens à Montréal qui ne vous connaîtraient pas Comment encore, ça? Je sais, c'est l'insulte suprême. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter quelques minutes sur votre parcours? Alors, j'ai 52 ans. Moi, je suis né en Charente, un petit département du sud-ouest de la France. Et voilà, je suis le fils d'un instituteur. Ça a de l'importance parce que j'ai grandi dans une école et nous habitions au-dessus de l'école. Donc, ma chambre donnait sur les tilleuls de la cour de récréation. Donc mon enfance, c'est ça. Et puis c'est des vignobles, les vignes devant. L'enfance heureuse, joyeuse, protégée. Puis ensuite, après, je suis parti. Je suis allé dans la grande ville. Je suis allé à Bordeaux, puis je suis allé à Paris. Je suis devenu juriste. Et puis après 10 ans à faire le juriste, je me suis rendu compte que j'avais envie d'autre chose. Et surtout de revenir au sel de mon enfance, c'est-à-dire d'inventer des histoires, de raconter des histoires. Alors un jour que j'étais enfermé dans une chambre d'hôtel à Montréal, je suis sorti comme ça et j'ai commencé à poser les premiers mots du premier livre. C'était en 99 et c'est devenu En l'absence des hommes. Et l'histoire, l'aventure a commencé et elle ne s'est plus jamais arrêtée. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'elle dure. Exactement. Mais du moment que c'est commencé, vous n'arrêtez plus, par contre, parce que dès la même année, qu'En l'absence des hommes, vous publiez tout de suite Son frère, qui a été adapté au cinéma et tout. Bon, parmi tous les métiers que vous exercez ou que vous avez exercé, que ce soit écrivain, dramaturge, scénariste, critique littéraire, animateur à la télévision et j'en passe, plusieurs romans ont été adaptés, comme je le disais, en film. Quel est celui qui, aujourd'hui, vous caractérise le mieux? Je suis un type qui écrit. C'est la seule chose qui compte pour moi, c'est ma colonne vertébrale, c'est le fil rouge, c'est identitaire, c'est-à-dire que c'est ce qui me meut, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me transcende, c'est ce qui me fait moi. Le reste, ça m'amuse parfois de faire des choses annexes. C'est des divertissements, c'est des diversions. Mais ce qui m'importe, c'est d'écrire et essentiellement des livres. Alors j'écris aussi parfois des films, des choses comme ça, mais écrire un livre, me mettre devant l'écran d'ordinateur, avant c'était devant une feuille, maintenant c'est devant un écran d'ordinateur, et essayer d'inventer une histoire, de tenir la plume, de tenir la mélodie, c'est ce qui m'importe plus que tout, c'est ce qui me caractérise fondamentalement, c'est ce qui m'enferme aussi, c'est ce qui me retranche du monde, parce que c'est vrai qu'au moment où j'écris, le dehors disparaît, le monde extérieur disparaît, mes proches disparaissent, parce que ça exige une sorte d'emportement, d'éblouissement et de coupure avec le monde. Donc, mais c'est une solitude merveilleuse, parce que c'est une solitude féconde. Toujours autant d'inspiration 20 ans plus tard? Oui, j'ai pas de problème avec ça. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination, donc raconter n'importe quoi. Non, mais ça c'est pas un souci. Ça n'a jamais été un problème. Je déborde plutôt d'histoires à raconter qu'autre chose. Donc non, ça j'ai pas de problème. Après, c'est comment on la raconte et comment on tient sa note et comment on emmène le lecteur et comment on s'emmène soi-même, parce que pour espérer convaincre, séduire celui ou celle qui va lire, il faut soi-même qu'on soit emporté par l'histoire. Il faut qu'on croie au personnage, il faut qu'on croie à ce qui lui arrive, il faut qu'on l'aime. Moi, j'ai besoin d'aimer les gens dont je parle, parce que je les incarne la plupart du temps. Beaucoup de mes livres sont écrits à la première personne du singulier, beaucoup sont écrits au présent, donc il y a une espèce d'immédiateté, d'appropriation entre le personnage et moi. Je suis celui du livre, je suis la personne du livre, quand bien même il est très éloigné de moi parfois. Et c'est aussi pour cette raison que le lecteur peut espérer s'y reconnaître, parce que quand vous lisez un livre écrit à la première personne du singulier et au présent, vous devenez aussi le personnage que vous lisez. Donc j'écris des livres qui fonctionnent sur ça, l'empathie, la proximité, l'identification. Parce que vous écrivez aussi plusieurs livres sur les autres. Oui. Même s'il y a toujours un peu de vous derrière tout ça. Oui.
Quand j'écris sur Proust, quand j'écris sur Rimbaud, quand j'écris sur James Dean, j'écris d'abord sur des admirations. C'est-à-dire, ce sont des gens qui m'ont accompagné à un moment de ma vie. James Dean, quand j'avais 17 ans, j'avais son poster dans ma chambre d'adolescent. Je pense que je devais être vaguement amoureux de ce jeune homme à la beauté flamboyante. Rimbaud, parce que je me suis plongé dedans là aussi à l'adolescence et que j'ai rien compris. Et que je me suis dit, il se passe quelque chose de sacré, de mystérieux, d'inintelligible. Alors je veux essayer de comprendre. J'ai pas compris, hein, mais quel bonheur de chercher. Et puis Proust, parce qu'il n'y a rien qui se compare. Parce qu'il n'y a rien avant Proust qui soit comme Proust et rien après Proust qui soit comme Proust. C'est une cathédrale. Et j'ai été emporté par ça. Et c'est un médecin légiste. Proust, c'est un médecin légiste de l'époque et de notre société. Donc ces gens-là, je les ai tellement admirés que tout d'un coup, j'ai eu l'impression de les connaître comme des frères. Donc j'ai écrit sur mes frères. Mais en l'absence des hommes, votre premier livre, ouais. C'est une belle uchronie sur Proust. Oui, c'était assez amusant d'essayer de le mettre dans une situation qu'il n'a pas vécue, mais en même temps de raconter à la fois son rapport à la jeunesse, son rapport à l'écriture, cette espèce de condition chez lui très vite ressentie qu'il était passé à côté des choses. Il est passé à côté des choses, à côté de sa vie d'une certaine manière. Et finalement, c'est comme si l'écriture avait compensé la vie. Alors, à partir de 2017, vous publiez coup sur coup 3 romans. Et là, j'ai envie de citer quelqu'un que vous connaissez bien, Colette, car on dit d'elle qu'elle a jeté les bases du mentir vrai en littérature. Et je trouve que ça vous va très bien, Philippe Besson, car vous êtes comme le petit Pousset au fond. Vous laissez des traces de vous dans la majorité de vos romans et vous utilisez une mémoire recomposée. Je pense que le sujet principal de tous vos livres, c'est l'amour. Oui. Qu'il soit à caractère autobiographique ou pas. Ou fictionnel, oui. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un écrivain du sensible, du sentiment, du sensoriel. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui joue entre deux êtres. C'est le lien qui se noue puis qui se dénoue. C'est l'idée qu'on s'approche, on se rapproche. Il y a du désir et puis tout d'un coup, il y a peut-être une passion. Et puis après, il y a quelque chose qui s'étiole, qui se dissipe, qui se brise. Et puis après, il y a le manque, la frustration. Et après, il y a l'idée de devoir vivre avec l'absence du disparu ou de la disparue. J'écris ça dans les romans depuis toujours. Et puis là, avec ces 3 textes d'essence autobiographique, j'explique d'où ça vient, cette idée de manquer des gens, que les gens nous manquent, qu'on ne sait pas se débrouiller sans eux, qu'il faut bien faire avec leur disparition, avec leur absence, mais qu'on ne s'y résout pas pour autant. Et j'explique ça dans les livres, voilà. Donc, mais oui, j'écris que sur ça. Parce que l'amour, au fond, c'est sur toutes ces déclinaisons, que ça soit l'attente, le manque, le doute, la perte en amour, l'amour intense aussi, brève. Alors, prenons le premier de cette trilogie. Je ne sais pas s'il va y en avoir d'autres. Arrête avec tes mensonges. Ouais. Quel titre? C'est votre mère qui vous disait ça? Ma mère me disait ça quand j'étais enfant, justement parce que j'inventais beaucoup d'histoires, donc beaucoup de mensonges, je racontais n'importe quoi, mais j'y mettais tellement de vraisemblance qu'elle finissait par douter. Vous voyez, elle se disait, mais quand même, ça a l'air un peu bizarre, ces histoires, mais il est tellement plausible quand il les raconte que peut-être c'est vrai. Donc elle était très inquiète, et pour dissiper son angoisse, son inquiétude, elle disait, mais arrête avec des mensonges. Voilà, donc ça m'est resté, je suis devenu romancier, donc j'ai vraiment fait profession d'écrire des mensonges. Et puis finalement, à 50 ans, j'ai fini par lui obéir, et je me suis dit, tiens, si je disais la vérité pour une fois. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'écriture d'Arrête avec tes mensonges, qui est un récit vérité, oui. Oui. Alors, vous aviez 17 ans, c'était votre premier amour. Ouais. Est-ce qu'on s'en remet? Non. Est-ce qu'on l'oublie? Non. C'est pour ça que vous avez continué à écrire les 2 autres, même si ce n'est plus le même amour? Non, c'est plus le premier amour. Mais le premier amour, oui, il était bouleversant, il était fondamental, fondateur, matriciel. C'est terrible au fond, parce qu'on ne sait pas que ça va nous emporter à ce point-là et que ça va être terrible comme ça. C'est-à-dire que d'avoir été éperdument amoureux et puis d'avoir été affreusement triste après, quand tout ça s'achève, quand on est renvoyé au néant, quand on n'est pas choisi. Cette blessure-là, cette douleur-là, on la porte toujours avec soi, on s'en débarrasse jamais. Elle nous fragilise pour toujours, en fait. Et donc, je pense que j'ai écrit des livres de cette fragilité-là. C'est avec cette fragilité que j'ai écrit les livres. S'il n'y avait pas eu ce premier amour et sa fin tragique, il n'y a sans doute pas d'écrivain. Après, il n'y a pas d'écriture. Mais se mettre à nu comme ça, Philippe Besson, ça demande quoi comme ça qualité? Demande de l'abandon, ça demande de se dire ne pensons pas à la façon dont ça sera regardé. Allons-y, il faut de temps en temps faire les choses parce qu'elles s'imposent à soi comme une évidence. Et puis, il y avait quelque chose de plus grand
comme une obligation qui était de rendre hommage aux disparus. Et je voulais rendre hommage à Thomas Andrieux dans Arrête avec tes mensonges et dire, voilà, c'est pas une vie pour rien, la vie de Thomas, c'est pas une vie perdue. Je veux dire, si moi je l'écris pas, alors ce sera définitivement une vie perdue. Donc il y a des disparus, il faut les faire exister parce qu'ils ont compté pour nous et que le seul moyen que j'ai à ma disposition de faire exister les disparus, c'est d'écrire leur vie. Oui. Est-ce que ça prend du recul pour être capable d'écrire ce genre de livre-là? Alors, oui et non, oui, parce que le temps a passé, qu'on fait appel à sa mémoire, à une mémoire à la fois exacte et recomposée, fantasmée sans doute. Mais non, parce qu'il faut se replonger dans l'instant. Il faut revivre l'instant. Il faut avoir 17 ans à nouveau. Il faut revivre cette ferveur, cette fièvre, cet emportement. Et donc, c'était très présent au moment où j'écrivais. Je le revoyais, je nous revoyais. J'étais avec lui vraiment comme je l'étais à l'époque. Donc il y a vraiment une vraie schizophrénie. Il y a le nécessaire éloignement qui permet l'écriture et le nécessaire rapprochement pour revivre intensément ce qui s'est produit. Oui. En 2018, vous poursuivez avec un certain Paul Darigrand, un autre amour qui était extrêmement important, que vous reprenez 18 ans plus tard dans Dîner à Montréal. Là, c'est une photo qui est le point de départ de ce livre-là. Ouais, vous savez, quand on déménage, on retrouve des vieilles choses comme ça et des boîtes à chaussures en haut des armoires. Et dans ces boîtes à chaussures, il y a des vieilles photos. Je dis des vieilles photos parce que maintenant, les photos, elles sont enfermées dans les téléphones portables. Donc, il n'y a plus ça. Et je tombe sur une photo que j'avais pas oubliée, mais que j'avais occultée. C'est une photo, voilà, j'ai 21 ans sur cette photo et lui il en a un peu plus, 3 ans de plus. Et c'est une photo prise dans l'île de Ré, en Charente-Maritime, le littoral le plus proche de l'endroit où je suis né. Et nous étions là-bas, nous étions jeunes et nous nous aimions. Nous nous aimions clandestinement, à l'abri des regards. Et nous nous aimions de manière un peu curieuse parce que lui était marié, ce qui est toujours un peu compliqué. D'une manière générale, il vaut mieux tomber amoureux de quelqu'un qui a la même sexualité que soi. Bien sûr. Et de quelqu'un de disponible, c'est mieux aussi. Moi, évidemment, j'avais multiplié les handicaps donc, et les obstacles. Mais c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, j'y suis allé. Parce que c'était un amour impossible. Donc les amours impossibles, elles sont tellement tentantes qu'elles sont irrésistibles. Et là, vous le retrouvez 18 ans plus tard, à Montréal, par hasard, à Montréal. Pouvez-vous m'expliquer ce dîner à Montréal et non pas pourquoi souper à Montréal? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui se sont dit, ils vont souper, ça se passe à Montréal, et il nous fait l'affront d'appeler ça dîner à Montréal. Alors, sauf que dans le livre, j'explique évidemment, ça aurait dû s'appeler un souper à Montréal, mais nous autres Français, et nous étions Français, moi je le suis et lui, Paul l'est également, nous restons avec notre acception française et donc notre mot de dîner, même si effectivement, dans le dîner, on me reprend en disant non, ça n'est pas un dîner, c'est un souper. Donc c'est dans un restaurant, voilà, à Montréal, et on se parle, on est là à 4. C'est-à-dire que lui est là avec sa femme, qui est la même depuis plus de 20 ans. Moi, je suis là avec mon compagnon de l'époque, un jeune homme. Et la configuration est très surréaliste quand même. C'est-à-dire que, comme retrouvailles, on a vécu plus simple. Et, sauf que justement, ces retrouvailles, c'est l'occasion de se poser des questions, mine de rien, un peu existentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans ? Qu'est-ce qu'on a fait des promesses de nos 20 ans? Est-ce qu'on les a trahis? Et si on regardait les jeunes gens de 20 ans que nous étions, est-ce que nous serions fiers d'eux ou est-ce que nous aurions un peu honte? Est-ce que nous nous dirions « Ouh là là, nous avons fait beaucoup de compromis ou de compromissions et finalement, on ne peut pas se regarder vraiment dans les yeux ». Qu'est-ce qu'on a fait de nos vies aussi? Il s'est écoulé 20 ans et est-ce qu'on a été trimballé? Est-ce qu'on a choisi ce qu'on voulait? Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça fait de renouer avec des amours anciennes? En fait, ça se fait une chose toute simple, c'est que l'amour ne disparaît jamais. C'est-à-dire que même si on est tous passés à autre chose, le sentiment qu'on a éprouvé à un moment, il subsiste. En tout cas, il en reste des stigmates, il en reste des traces. On ne peut pas s'en débarrasser complètement. Et c'est ça qui se joue dans ce dîner ou ce souper à Montréal, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'on est toujours rattrapé par les sentiments qu'on a éprouvés un jour. Alors, autant les amours passent, autant vous avez une fidélité, c'est celle de Julliard, qui est votre éditeur depuis toujours. Oui. Et on les remercie. Ben oui, moi je les aime beaucoup. Betty Mialet et Bernard Barrault, qui sont les patrons de Julliard, oui, absolument. Parce que grâce à eux, on peut vous lire, parce que vous publiez à peu près un livre par année. Oui. Que les gens qui n'ont jamais lu Philippe Besson commencent par ces trois-là ou commencent par le premier, en 2001, il n'y a aucune importance parce qu'on peut très bien suivre de un à l'autre. Donc, Arrête avec tes mensonges, publié en 2017, Un certain Paul Darigrand en 2018 et Dîner à Montréal en 2019. Philippe Besson, ça a été un plaisir que de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé. Très hâte de vous lire pour le prochain parce que je suis certaine que d'ici à quelques mois, il y en aura un autre. C'est possible.